du CRID 14-18, donc c'est pour nous un grand honneur de le recevoir. En plus, Yann Prouillet est quelqu'un qui nous représente très souvent au Festival de Blois, qui tient une maison d'édition très connue pour justement la publication de livres sur la mémoire et les témoignages de 14-18. Donc lui aussi est le bienvenu, c'est un vieux membre du CRID également. Alors, aujourd'hui, comme il a été dit, la séance porte sur les témoignages de combattants et leur intérêt, tout simplement pour l'histoire. Si on ouvre le Robert à l'article témoignage, la première définition qu'on trouve, déclaration de ce que l'on a vu, entendu, servant à l'établissement de la vérité. C'est beau. Vu comme cela, bien sûr, la chose semble simple. En réalité, bien des obstacles s'opposent à l'établissement de la dite vérité, qu'il faudrait mettre ici entre guillemets. Alors, déjà, on peut s'interroger sur la vérité. Qu'est-ce que la vérité demandait déjà Ponce Pilate? Alors, on ne se prend pas pour lui, on préfère être dans une autre position, mais c'est vrai qu'il est possible de s'interroger. On ne va pas rentrer ici dans un débat philosophique qui n'est pas tout à fait le nôtre. En tout cas, quels sont les fameux obstacles, qui s'opposent à la manifestation de la vérité au travers du témoignage? D'abord, on le sait, la malhonnêteté du témoin, la justice fourmille de faux témoins. Il y a des oublis volontaires ou carrément des mensonges. Il y a aussi, et ça c'est en histoire un des problèmes également du témoignage, c'est la subjectivité du témoin, qui n'égale que celle de l'historien proprement dit, mais enfin, vous voyez, ça amène à s'interroger justement sur la valeur au travers justement de cette subjectivité qu'il faut comprendre, saisir pour pouvoir apprécier le témoignage. Il y a les oublis involontaires. Là, c'est pas de la malhonnêteté, mais la mémoire fonctionne d'une manière un peu particulière, et puis en plus, elle est très différente selon les personnes. La défaillance de la mémoire est donc un des obstacles qui peut nous amener à être déçus par ou des témoignages. Et puis, ce qui souvent est oublié comme problème dans ce domaine, c'est la recevabilité du témoignage dans un contexte mal préparé à le recevoir. Par exemple, je vous rappelle qu'en 1945, beaucoup de gens trouvaient que les déportés exagéraient, on ne les croyait pas, c'était compliqué. Donc, vous voyez bien, le témoignage amène avec lui, en plus de sa qualité plus ou moins importante, toute une série de questions que l'historien doit se poser à son sujet. En fait, il n'est jamais facile de s'appuyer sur le témoignage ou des témoignages. Cela dit, l'histoire, vous le savez, n'a rien à voir avec un tribunal. Et comme l'a montré Marc Bloch, l'affabulation peut aussi avoir un sens pour les historiens. Non seulement parce qu'elle révèle des intentions de tel ou tel personnage en cause, mais aussi parce qu'elle nous apprend sur les mentalités d'une époque. Marc Bloch donne à ce sujet le problème du mensonge au Moyen-Âge. Les fausses reliques, les faux témoignages systématiques en matière de feudataire, etc. En fait, cette absence, si vous voulez, d'honnêteté peut aussi avoir un sens pour un historien. Donc, il ne faut jamais s'offusquer de telle ou telle chose. On n'est pas là pour juger, on est là pour faire une enquête. Par ailleurs, dans notre discipline, le croisement des sources est fondamental. Et en principe, pour causer latin, comme tout un chacun, testimonium unum nullum est, c'est-à-dire un témoignage unique est nul. Il faut toujours essayer de croiser. Alors, quelquefois, on n'a pas le choix, on n'a qu'un témoignage, donc, mais alors à ce moment-là, vous le voyez, ça pose toutes sortes de problèmes.
Donc, croisement des témoignages, ça c'est très important chez nous et ça peut éviter effectivement un certain nombre d'inconvénients que nous avons vus précédemment. Mais surtout, dans le cas qui nous préoccupe ici, le témoignage des combattants, je rappelle qu'il y en a eu un nombre de millions tout à fait impressionnant pendant la Première Guerre mondiale. Dans le cas qui nous préoccupe, disais-je, on ne travaille pas sur quelques témoignages, mais sur des centaines de milliers. Alors, tous ne nous sont pas parvenus directement, certains sont restés limités à des cercles étroits, mais en tout cas, nous en connaissons des milliers qui sont quelquefois relativement développés. Alors, l'enjeu ici n'est pas simplement de savoir si les individus disent vrai, pas ça le problème essentiel, mais davantage de comprendre le contexte et la manière dont ces témoignages sont produits. Et là, la matière est très riche, comme vont vous le montrer dans un instant nos deux intervenants. Alors, pour faire un petit retour en arrière qui peut être utile pour comprendre ou en tout cas introduire ce qui va être dit par la suite, le premier universitaire, en quelque sorte, à avoir mis la focale sur les témoignages concernant les combattants de la Première Guerre mondiale est un certain Jean Norton Crue. Dans un ouvrage qu'on appelle souvent Témoin tout court, mais qui en fait est Témoin sous-titre Essai d'analyse et de critique des souvenirs de combattants, édités en français, faites quand même bien attention, de 1915 à 1928 et qui est paru, lui, en 1929. D'ailleurs, à compte d'auteur, ce qui en a beaucoup limité au départ la diffusion. Alors, qui est ce Jean Norton Crue? C'est un personnage assez intéressant. C'est le fils d'un pasteur ardéchois, qui s'appelle Crue, qui est marié à une ressortissante britannique qui s'appelle Catherine Norton, d'où le nom Norton Crue, qui peut effectivement surprendre. Il est né en 1879. Et c'est ce qui fait qu'au moment de l'affaire Dreyfus, il est déjà adolescent, manifestement relativement avancé, dans les perspectives et les ambitions qu'il a, et il est très marqué par l'affaire Dreyfus. Et c'est justement cette affaire Dreyfus où les faux témoignages ont abondé, qui va sans doute l'amener à se méfier du témoignage et à promouvoir comme base de toute étude une grande exigence de vérité. Alors, à l'heure des réseaux sociaux, je vous laisse penser combien il serait malheureux, et surtout à l'époque de la post-vérité. Alors, il devient instituteur en 1903, puis professeur d'anglais dans ce qui est l'ancêtre du collège, ce qu'on appelle une école primaire supérieure en 1906. Et en 1908, il part pour les États-Unis, où il va enseigner dans une université privée la littérature française. C'est donc un spécialiste de littérature à l'origine et pas d'histoire, ce qui va un petit peu lui poser des problèmes. Alors, cette université privée américaine s'appelle le Williams College, et il y reste de 1908 à 1911 dans un premier temps. Alors, pendant la guerre, c'est un combattant. Il participe dès 1914 à cette Première Guerre mondiale et il sera démobilisé avec le grade d'adjudant, pour finir, qu'en août 1919. Alors, il a été au front un moment, en particulier à Verdun. Donc, il a eu des périodes vraiment particulièrement difficiles sur le front. Mais bon, il finit dans d'autres unités à l'arrière, comme formateur, mais ça montre qu'il a une vraie expérience de la guerre dans sa diversité, en tout cas sur le plan militaire. Alors, dès que la guerre est finie, il va retourner aux États-Unis, dont il ne va en fait revenir qu'en 1946, c'est-à-dire l'année qui suit celle de sa retraite. Il mourra en 1949, donc à 70 ans. Dans son maître ouvrage, fameux Témoin, publié à compte d'auteur, il analyse 304 titres
ce qui est absolument énorme. Ça représente la production de 252 auteurs, parce qu'il y a des gars qui étaient spécialisés dans les témoignages répétitifs ou itératifs. C'est un travail, vous le devinez, colossal, d'autant plus qu'il est particulièrement minutieux. Et il est mené, on peut le dire, par une conviction, par une idée, c'est celle de batailler, c'est une citation que j'ai tirée du livre, sur deux fronts, ça c'est la citation commence là, sur deux fronts, contre la vision héroïco-légendaire de la guerre, mais aussi contre le pseudo-réalisme macabre qui s'est imposé contre elle. Je n'aime pas trop les gars qui font des grandes déclarations pacifistes ou tu vois, a posteriori. On voit là, il a une dent contre eux, ce qui d'ailleurs est une forme de subjectivité aussi, il faut bien le reconnaître. Il veut aussi, et ça c'est très important, réhabiliter l'histoire de la Grande Guerre, mais vue d'en bas. C'est-à-dire que pour lui, le témoignage de combattants est le témoignage de ceux qui ont vraiment vécu la guerre sur le terrain, contrairement aux membres de l'état-major qui sont souvent éloignés du front, qui n'en voient pas forcément tous les aspects, contrairement à ce qui est dit, qui n'ont pas forcément une vue très exacte de ce qu'ils imposent à autrui. Alors, c'est un livre qui, d'emblée, en tout cas pour ceux qui parviennent à le lire, va poser un certain nombre de problèmes à des gens parce qu'il s'en prend à des auteurs célèbres. Par exemple, il n'aime pas beaucoup Henri Barbus, hein, et Le Feu, il n'aime pas beaucoup Roland d'Orgelès. Il va même, bon, c'est jusqu'à critiquer Éric Maria Remarque. Alors lui, c'est pas de la littérature française, mais ça a été traduit en français très tôt. Hein, et c'est ce qui va lui valoir de très nombreux adversaires. Alors, malgré tout, il va y avoir un débat qui s'instaure à partir de la sortie du livre et surtout au début des années 30, qui lui vaut à l'époque une certaine notoriété. Mais il va tomber rapidement dans l'oubli, même si paraît chez Gallimard en 1930 une version abrégée de Témoin qui est intitulée Du témoignage et qui est plus une réflexion globale. Enfin, il y a moins de détails, mais c'est un livre lui aussi très intéressant. Alors, il faut attendre en fait la fin des années 50, presque 10 ans après sa mort, pour que son livre soit à nouveau cité. Et il va l'être par un ouvrage historique à grand tirage qui a eu un certain succès de librairie, qui était un livre de 3 personnes, André Ducasse, le plus connu, je crois, Jacques Meyer et Gabriel Perreux, E2REX, et qui est préfacé par Maurice Genevoix et qui s'intitule Vue et mort des Français, 1914-1918, sous-titre Simple histoire de la Grande Guerre. Et dans ce livre, il y a énormément de références justement enfin énormément, il y a un certain nombre de références. C'est pas le titre exact, ça c'est le titre français. Oui, qui n'a rien à voir avec le titre original. Oui, tout à fait. Moi je parle de la version française. Donc là aussi, on dit non. Oui, il y a des gens qui ont été transformés en brutes, il y a des gens au contraire qui sont devenus encore plus doux, on a des témoignages dans ce sens. Et alors, le meilleur exemple que donne Annette Becker, c'est un certain Tanti, c'est Étienne Tanti, qui est totalement contre la guerre. Donc là, elle ne peut pas invoquer le consentement, parce que alors, vraiment, c'est absolument impossible. Alors, elle invoque la brutalisation. Or, quand on regarde le bouquin,
voyez le costaud. Hein, et puis c'était des acharnés au combat. Alors là, peut-être que Stéphane Rousseau aurait dit, vous voyez bien, il était consentant. Hein, en fait, c'était pas exactement ça, parce que j'ai discuté beaucoup avec lui, et il n'aimait pas des masses la guerre. Par contre, ce qu'il aimait beaucoup, pas non plus, c'était que la France puisse être envahie. Et en fait, c'était sa seule motivation, c'est que les gars n'arrivent pas jusqu'à la ferme. Il l'a bien expliqué. Très souvent, il dit, je fais mon travail. Oui, Alors, il y a un point qui est important, c'est que dedans, vous verrez, il n'y a aucun mot de haine. Aucun mot de haine. Et donc, il écrit, c'est des lettres à sa mère qui est restée sur la petite exploitation de 12 hectares. Et en fait, sa mère, donc, comme c'est en Seine-et-Marne, sa mère commence à parler des Prussiens. Après, on parle des Allemands. Et après, on parle des Boches. C'est-à-dire qu'il y a une évolution au fur et à mesure du temps. Mais surtout, même dans le mot Boche, il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine. Non. Il fait son travail.